Bien, on va passer maintenant au dernier sujet, c'est le Togo. On va parler donc un peu d'économie et cette plateforme industrielle d'Adeti Copé. Les enjeux et la portée, la création de cette plateforme industrielle, c'est une nouvelle zone industrielle qui représente un investissement de 130 milliards de francs CFA et qui devrait permettre, selon les prévisions, de générer plus de 35 000 emplois. La future zone industrielle est développée par le Singapourien Olam à travers sa filiale Arise IIP, spécialiste des plateformes industrielles intégrées. Elle commence déjà par signer des partenariats d'implantation industrielle. Dans le fond, Louis Kamako, est-ce que la plateforme industrielle d'Adeti Copé, c'est vrai que je sais que au sommet de l'État, on le vante aussi comme une grande innovation qui va résorber un peu la question du chômage, mais est-ce que ce n'est pas une zone franche bis? Zone franche bis, je ne saurais le dire, parce que chaque projet avec ses particularités. Mais au fond, quand on rentre dans le fond du dossier, on ne peut pas se voiler la face. On peut toujours dire que c'est vraiment une zone franche bis. Mais le projet, même comme tu l'as dit, je pense que c'est un projet gouvernemental qui tient vraiment à cœur à nos autorités. Le projet a même fait l'objet d'un séminaire gouvernemental entre-temps. Et je pense que, comme tu le dis, on parle de la création de 35 000 emplois. Et c'est un projet qui s'inscrit qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation du programme national de développement, notamment à travers l'AST 2 qui promet l'industrie, l'agro-industrie et l'industrie manufacturière. Mais je pense que dans le fond, comme Dieu l'a dit, je pense qu'il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau parce que c'est la même chose qu'on est en train de constater dans la zone franche. On a parlé de création d'emplois. Aujourd'hui, la zone franche existe depuis des années, mais on se demande quel type d'emploi on est en train d'offrir en fait à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. Mais comme je le dis, je suis en train de relativiser également chaque projet avec ses particularités. Et je pense que le projet plateforme industrielle d'Adeti Copé, que nous appelons communément PIA, sera se démarquer du lot et va pouvoir impacter comme cela se doit. Alors, si moi je me suis documenté, tenté de comprendre, je crois que le gouvernement a mis à disposition un espace à Adeti Copé où on va construire et des industries vont venir s'implanter. Est-ce qu'il y a mieux que ça? Il n'y a que ça? Non, vous savez, c'est vrai, lui, il a dit tantôt, vous savez, la plateforme industrielle d'Adeti Copé est une suite logique un peu de toute la stratégie qui a un peu animé le PND, qui naturellement prendra fin en 2022, comme ça a été évoqué. Vous allez constater qu'au niveau des démembrements de tous ces aspects de développement que le gouvernement a eu à faire, on a un peu essayé donc de se débattre de ce PND-là qui était entre-temps dans le projet phare, cité naturellement partout le gouvernement. Mais aujourd'hui, c'est vrai, vous allez aussi constater que le gouvernement a mis des stratégies en place qui ont fait du Togo naturellement donc un pays attrayant, qui attire naturellement donc les investisseurs. Et puis, on a choisi la ligne médiane pour réellement donc faire interpeller carrément et motiver ces investisseurs-là et les entrepreneurs à vouloir donc venir s'installer au Togo. Et l'une de ces motivations, naturellement, c'est de pouvoir avoir cette plateforme-là qui puisse naturellement d'abord les garantir. C'est une quote-part que le gouvernement naturellement donc offre. Parce que lorsque les industries arrivent avec nos problèmes fonciers que nous avons dans nos pays, la plupart du temps, on dit que l'arsenal juridique ne permet pas naturellement donc de protéger ces gens de la matière foncière. C'est ce qui amène le gouvernement à pouvoir donc avoir une plateforme pour ceux qui veulent installer dans des industries qui peuvent naturellement donc employer un nombre assez important de Togolais, puis donc avoir cette disposition-là qui les rassure. En venant donc, on n'aura pas, pour nos installations d'abord, nous avons déjà une zone qui est préaménagée où nous viendrons donc nous installer. C'est ce qui a conduit donc à cette plateforme-là. Donc, les gens essaient donc de pouvoir voir voilà, qu'il n'y a pas assez d'innovation. C'est véritablement donc innovateur. Parce que, d'abord, lorsque vous prenez, avec les... Une zone franche bis. Non, c'est facile. Sur la forme. La zone franche a un problème foncier. Non, ils n'en ont pas. Oui, c'est justement. Oui, parce que l'expérience est tirée de là. Ils n'en ont pas aujourd'hui. Ils n'en ont pas. C'est justement parce que par le passé, vous l'avez évoqué en parlant donc de la zone franche. Par le passé, on a tiré donc l'expérience de là où, carrément, si même au niveau même du fait que l'expropriation n'avait pas aussi été ça.
Mais quand même, il y avait une disposition qui était là, qui permettait donc à ces gens-là de venir s'installer sans problème. Après, tout le problème foncier a été réglé. Mais de la même façon, je pense que si on est arrivé, le Togo dans la sous-région était l'unique pays d'ailleurs à pouvoir donc réussir ce projet-là, hein, le projet de la zone franche. C'est vrai qu'au niveau de l'emploi, etc., il y a des choses à dire. Mais ça, oui. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, c'est novateur en ce sens que, d'abord, l'expropriation a été faite dans les règles de l'art, où les gens... Oui, mais quand même, la grande partie... Oui, la grande partie... Non, la grande partie... Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais de toutes les façons... Oui, mais... On leur propose des zones. Moi, je veux qu'on pose les véritables problèmes. Non, les véritables problèmes sont là, mais quand même, non, le gouvernement, ou quand même, lorsque vous prenez surtout aujourd'hui la préfecture d'Aguenivé, qui est à l'avant-garde de cette disposition-là, ils les connaissent. Ces gens-là sont repérés, on connaît leur effectif, les superficies qui ont été donc expropriées, on les connaît. Mais aujourd'hui, c'est vrai que vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, hein, sur cet aspect-là, a également des problèmes financiers à pouvoir donc indemniser au même moment tous ces acteurs-là. Mais c'est que personne ne sortira victime dans cette expropriation-là. Parce que, non, moi j'ai posé des questions. Il y a eu quand même des rencontres qui me permettent aujourd'hui de dire que, voilà, d'après ce que nous avions reçu, parce que nous sommes allés aux informations, personne ne sortira victime. Georges Eo, vous pensez qu'il y a, au-delà de ce qu'on vend, moi je sais que la communication gouvernementale, on la connaît, elle est très optimiste, elle est tout ce qu'elle est. Nous, on est dans notre travail d'analyse, de journaliste. On n'est pas là pour communiquer pour le gouvernement. Oui, lui, il est politique. N'oublie pas ça. Moi, je pose une question de journaliste. Est-ce que vous y voyez une innovation? D'abord, la question qu'on se pose pour dégager s'il y a innovation, parce que vous allez le dire, vous savez, aujourd'hui, même si vous dites que c'est une zone franche bis et qu'il y a d'autres soucis. J'ai posé une question. Non, je sais. C'est la même chose. Si la réponse est telle que c'est une zone franche bis, vous convenez avec moi que tant qu'il y aura des sociétés qui vont s'installer là-bas, il y aura des emplois. Donc, disons que c'est de l'avantage pour le Togo. Quel emploi? Ça aussi, la question se pose. L'essentiel qu'ils ont de l'emploi. Oui, dans le deuxième tour, on va répondre peut-être. Maintenant, et quand vous voyez même ce qui se passe par rapport à ce projet, je ne sais pas si vous avez déjà visité là-bas. Si vous visitez là-bas avec tout ce qui se fait, c'est attrayant. C'est-à-dire que... Les constructions? Oui, c'est attrayant. C'est-à-dire que quand vous voyez... On construit un espace, on met une industrie, je ne sais pas ce que non, en fait, vous savez, comme Adams a dit quelque chose de très intéressant. Quand les gens veulent venir au Togo pour s'installer, ils posent des conditions. Et l'une des conditions que vous savez tous, c'est le problème foncier. Maintenant, les gens peuvent venir sans poser ce problème. C'est-à-dire que là-bas, avec l'accessibilité, la garantie est là. Et vous pouvez commercer, vous pouvez poser votre industrie sans problème, sans que vous ayez... Jusque-là, ce sont les industries qui ont un avantage. Moi, je cherche l'avantage pour le pays. L'avantage pour le pays, c'est, vous savez, quand même, quand on calcule les PIB et les PNB, tout ce que nous calculons, c'est par rapport à quoi? Souvent, c'est par rapport à l'exportation. Vous savez, quand nous arrivons à produire, et quand nous sommes dans la transformation et que nous arrivons à produire, nous avons des industries et que nous arrivons à exporter, ça permet au pays de gagner. Et ça a de l'incidence. De gagner quoi? Non, ça permet au pays d'avoir, comment on l'appelle? Tout d'abord, avant d'exporter, il faut avoir l'autonomie. C'est-à-dire que vous avez déjà... Si Samia n'a pas la notion de ce gain-là, je peux le citer. Ne vous en faites pas. Moi, je pose des questions. Il est dans son rôle, comme il a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous arrivons, prenons la société de soja qui va s'installer là-bas. Et ça permet à quoi? À des gens, à des paysans de produire le soja. Et avec le soja, vous savez, avant, il n'y avait pas ces créneaux-là. Le paysan qui produit le soja et qui a l'habitude de vendre à ses comme petits commerçants de soja 25 francs, peut-être le vend à moindre coût.
Mais avec ces industries qui vont transformer, c'est des industries qui achètent de manière à ce que le paysan aussi gagne de l'argent. Qui n'achètent pas à perte. Hein. Non, personne ne peut acheter à perte. D'ailleurs, l'entreprise... C'est le côté exportation que vous évoquez qui m'intéresse. Oui, je voudrais aller... La priorité de ces produits, c'est que c'est destiné à l'export. Oui, donc je voudrais... On prend ce qu'on a ici, on transforme et on exporte. Je voudrais la matière première, ça se trouve où? Oui, c'est ici. Oui. Ça s'achète, n'est-ce pas? Est-ce que c'est différent de ce qu'on fait déjà ici? Toutes nos matières premières sont exportées. Non, où est-ce que c'est extraordinaire? Non, là où vous voulez en venir, là où c'est extraordinaire. Prenons les cas de soja. S'il y avait déjà une société, s'il y a déjà une société qui achète une quantité de 1000 tonnes et qu'il y a d'autres sociétés qui peuvent acheter et que la quantité achetée peut aller jusqu'à 2000 tonnes, ça profite à la population. En matière de production, en matière de vente, vous produisez et ça dit que votre production ne va pas attendre. Vous savez, quand vous allez à, je crois que c'est l'Est Mono, non, et la Vagno, oui, c'est une culture. Entre-temps, les gens n'achetaient pas comme ça. Si vous produisez de soja, ça reste avec vous. Mais aujourd'hui, s'il y a des... Oui, je pense que ça permet... Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ce que je dis, moi, je ne lis pas ça. Oui. C'est ce que fait la zone franche actuellement. On produit et tout part à l'exportation. Et on sait les problèmes que pose la zone franche aujourd'hui au pays. Alors, on en crée un nouveau, c'est ça? Samuel, je voudrais placer un mot. Ça va revenir, ça va revenir. Non, je ne dirais pas. Moi, je ne dirais pas qu'on est en train de créer notre problème. Le projet sur le papier, c'est un projet émouvant, c'est un bon projet en fait. Il est attrayant. Tous les projets, généralement, oui, c'est la mise en œuvre qui cause problème. Maintenant, aujourd'hui, on parle de la transformation des produits locaux. Et les autorités disent que c'est une façon pour elles de mettre le Togo sur la trajectoire de l'industrialisation. Et quand c'est comme ça, la dernière fois, on a vu que la BOAD a financé le projet avec 20 millions. Je pense que c'est déjà un bon début. Le projet, en réalité, et comme je le dis, c'est le projet en soi, il n'est pas mal. Maintenant, c'est-à-dire que la mise en œuvre, comment est-ce que ça va se faire? C'est ça qui cause problème. Maintenant, c'est vrai, vous avez toujours tendance à faire cette comparaison avec la zone franche. Je pense qu'il y a beaucoup... C'est une zone industrielle aussi. C'est pour ça que quand on me dit plateforme industrielle, on parle d'innovation, on parle de tout ça. Moi, je veux bien croire, mais quand je compare avec une plateforme industrielle qu'on avait déjà dans le pays, je veux voir la différence et l'innovation. Oui, la zone franche, je pense que c'est plutôt il y a beaucoup de multinationaux là-bas. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans la promotion du Made in Togo. Made in Africa. Il y a des investisseurs qui vont venir, mais je pense que la primauté sera donnée en fait aux investisseurs togolais surtout. Et avec en toile de fond la promotion de l'emploi. On a parlé de 35 000 emplois. Je pense que ce qui se fait là-bas, ce ne sont pas des emplois qu'on est en train d'observer à la zone franche. C'est-à-dire que on n'assistera pas à une machination, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de l'exploitation abjecte et vide des emplois. Je ne pense pas, parce que c'est-à-dire on a essayé de partir en fait des échecs connus ou bien des ratés constatés au niveau de la zone franche pour essayer. On n'arrive jamais à solder. Oui, qu'on a essayé justement de mettre en place ce projet. Donc je pense que on va servir des ratés de ce niveau pour pouvoir aboutir à un bon résultat ici. 35 000 emplois, dit-on. Il parlait tout à l'heure des emplois en zone franche. On sait ce que vivent les frères et sœurs togolais là-bas. 30 000, 35 000, 40 000, 45 000. Le mois, ils n'ont pas de jour de repos généralement. Ils ne peuvent pas s'absenter. Ils sont virés. Est-ce que vous ne craignez pas un bis repetita? Vous savez, Samuel, moi, je suis sidéré qu'on puisse naturellement prendre les conséquences que le pays a vécues il y a peut-être 10 ans sur des réalisations qui viennent donc justifier la structuration d'un nouveau projet. Moi, ça me cause problème. Pour la simple et bonne raison, aujourd'hui, je vous donne tout simplement un exemple.
Vous prenez la condition de vie de l'enseignant il y a 10 ans. Est-ce que vous avez les mêmes conditions de vie aujourd'hui? C'est justement, on n'est pas... C'est pourquoi je vous dis, le projet industriel d'Adeti Copé ne souffre d'aucun problème, ni dans sa structuration, ni dans sa mise en œuvre. Oui, pour la simple et bonne raison que... Non, pour la simple et bonne raison que... Je vous dis... Non, c'est ce que je vous dis. Parce que il y a eu quand même implémentation. Non, laissez-moi aller. Il y a eu implémentation sur des imperfections et des échecs constatés au niveau de la zone franche. Et aujourd'hui, en mettant en place cette plateforme industrielle d'Adeti Copé, je pense qu'il y a eu des améliorations pour partir dans des échecs qu'on avait eu par le passé, parce que les gens sont installés, ils sont habitués à des choses. C'est vrai que des stratégies sont là pour corriger cet aspect de la chose, parce que moi j'en rencontre plein lorsque vous prenez Mousse Confort, etc., des structures qui sont là. Aujourd'hui, les mêmes conditions. C'est vrai que les gens, nous-mêmes, nous n'allons pas pour qu'on nous redise ce qui a changé depuis le passage, où il y a le passage maintenant du gouvernement qui vont dans cette structure-là, et c'est réellement donc de poser des questions pour voir les conditions, s'ils sont améliorées ou pas. Au niveau de la CNSS, les gens se sont dit, voilà, on nous a déclaré, mais on ne cotise pas. C'est en train d'être fait. Moi, je ne parle pas, je parle de ce que moi, je suis allé voir, ce que j'ai implémenté. Au niveau de la plateforme d'Adeti Copé, oui, non, je parle, non, je suis d'accord, je dis. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu, vous posez des questions au niveau de la structuration de la plateforme industrielle d'Adeti Copé, vous comprendrez naturellement que ce n'est plus la même structuration que ce qu'avait été la zone franche industrielle. C'est vrai que si nous prenons aujourd'hui la SNB, qui est également aussi un projet qui est incorporé sur cette plateforme industrielle, sauf que ça a été anticipé, ils sont venus en avant. Aujourd'hui, posez-vous des questions de savoir combien les gens sont rémunérés là-bas. Il n'y a pas eu encore de grincement dedans. Ça voudrait dire quelque part que sur cet aspect seulement, on peut quand même tirer exemple et dire que l'avenir peut être plus ou moins bon en comparaison avec ce qu'on a eu avec la zone franche industrielle. Maintenant, revenant sur les impacts, vous avez posé la question de savoir quels sont les impacts ou qu'est-ce que cela apporte, disons, au changement de vie des Togolais. Vous l'avez posé la question. Moi, je dirais peut-être à 1 heure de temps ne me suffirait pas pour vous décortiquer grain par grain ce que ça apporte. Mais je peux vous tisser peut-être pelle et main, peut-être 5. Oui. Vous voyez cette plateforme industrielle d'Adeti Copé. Lorsqu'elle est installée, d'abord, nous aurons quand même des bénéfices en termes de recettes fiscales. Au niveau même de la CNSS, on aura quand même des chiffres qui vont être gonflés parce que on va imposer à ces industriels-là de pouvoir donc déclarer, non seulement déclarer, mais de cotiser. On aura donc des emplois déjà, 30 000 emplois, les impacts que cela a au niveau de la population. On aura la presse également qui aura peut-être des insertions publicitaires, on aurait beaucoup de choses, etc. Donc je pense qu'une heure de temps ne me suffirait pas. Explique vos analyses. Rien ne me permet pas naturellement de pouvoir donc citer grain par grain tout ce que cela apporte à la population. Moi, je voudrais rappeler que, vous savez, quand l'offre, la demande augmente, le prix aussi augmente. Donc, quand les gens vont demander des produits locaux en augmentation, quand il y aura plusieurs sociétés qui vont venir, c'est dit que ça fait augmenter le prix et c'est le Togolais qui gagne. C'est le Togolais lambda paysan, les gens qui produisent la matière première qui gagnent. Surtout que la plateforme se veut être promoteur des produits locaux, ça dit tout simplement que nous aurons beaucoup à faire. Vous savez, l'État déjà, avec ça, l'État... M'attarder un peu là-dessus. J'avais pris tout à l'heure l'exemple du soja. Vous pensez que dans la vente qu'ils font ici pour le moment, ça ne leur apporte pas grand-chose et que c'est une vente plus importante, la société pourrait être mieux offrante en termes de prix, naturellement. Oui. Est-ce que ça ne va pas gruger la consommation locale du soja? Non. Quand vous parlez de la consommation locale... Si j'ai plus d'avantages à vendre aux entreprises, qu'est-ce que j'ai encore à vendre? Les produits comme soja, ce sont des produits, ce ne sont pas des produits vivriers, c'est des produits de rente. C'est dit que, en fait, quand vous prenez comment on l'appelle, le paysan, quand il produit, c'est pourquoi? C'est pour gagner, c'est pour faire de bénéfices. C'est pour cela que nous sommes maintenant, nous quittons l'agriculture simple pour aller dans l'agro-business. Vous ne pouvez pas dire tout simplement que le paysan, il est là pour produire, pour que
qu'il ne fasse pas de bénéfices dedans. Mais tout simplement, nous avons comme les structures au Togo, comme l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, qui est là pour réguler, pour faire en sorte que au niveau local, nous ayons le prix un peu bas. Permets à ce que je puisse naturellement donc porter le prix un peu bas. Je place juste deux mots pour vous expliquer un peu le pourquoi, disons, cette absorption du gouvernement pouvoir faire en sorte qu'on est dans ces industries-là. N'oubliez pas, le chef de l'État, lors de sa campagne présidentielle, a eu quand même à implémenter, disons, une politique qui permettra naturellement que chaque région, au niveau de ses potentialités agricoles, puis donc faire en sorte qu'on puisse leur organiser la jeunesse là-bas à pouvoir donc booster un peu les productions. Et je vous donne un exemple. Vous allez constater qu'au niveau de la fermeture des frontières, entre-temps, où vous avez vu les tomates des bonnes dames qui sont restées sous leurs mains, justement parce qu'on n'a pas pu encore exporter ces tomates-là vers le Nigeria, où il y avait une industrie. Vous prenez surtout le Bénin, lorsque vous allez, les gens sont vraiment, ils ont boosté la production au niveau de la tomate, justement parce qu'il y avait cette demande-là qui était beaucoup plus forte au niveau du Nigeria. Donc aujourd'hui, on veut l'implémenter localement pour faire en sorte que lorsque cette politique de pouvoir faire en sorte que chaque région puisse encore accentuer ses potentialités agricoles, faire en sorte que nous ayons sur place des gens et l'offre et la demande puissent donc être équilibrées pour qu'on puisse donc faire des transformations locales sans biaiser ou quand que je voulais poser, c'est dit par exemple quand je vois un peu les premiers contrats signés, on a Togo Agro Ressources qui a signé un contrat, et puis il y a également Togo Wood Industry, je pense qu'il est dans le bois, qui a signé un contrat. Est-ce que ça veut dire que la priorité va être donnée aux industries nationales, ou bien il y aura des industries nationales, mais plus d'industries étrangères. Non, je pense que je l'ai dit. C'est-à-dire que la priorité aujourd'hui, c'est d'arriver à transformer les produits locaux. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on a déjà constaté ailleurs, ce sont les investisseurs locaux, ou bien c'est-à-dire que ce sont les produits sur le sol togolais qui seront mis en premier plan. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Non, c'est le sens de ma question. Ceux qui s'installent, les industries qui s'installent, leur nationalité. Je pose la question par rapport au fait que vous savez qu'un industriel, je ne sais pas moi, français ou canadien qui s'installe, l'argent retourne principalement là-bas. Bien évidemment. Voilà. Les taxes et les salaires qui restent. Donc, si c'est dans cette logique qu'on est, on ne gagne pas grand-chose parce qu'ils font leurs bénéfices, ils rapatrient. Oui, voilà pourquoi est-ce qu'on veut donner en fait la chance aux investisseurs locaux, c'est-à-dire aux industries locales, en fait, d'être au premier plan. C'est à chaque fois qu'il y aura peut-être un appel d'offres, je ne sais pas, mais c'est-à-dire qu'ils auront peut-être un quota. Ça, c'est ce qui est dit. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, ce que je souligne et ce que je voudrais que tout le monde essaie de comprendre, c'est-à-dire que le projet, en fait, ne souffre d'aucune ambiguïté, ou bien le projet même ne souffre d'aucune aberration. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de 400 hectares. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est peut-être de s'interroger sur la place ou bien sur l'installation de l'industrie même. C'est-à-dire, c'est peut-être au cœur de la ville. On parle d'industrialisation. C'est-à-dire que derrière, il y aura peut-être... Il y a l'impact sur l'environnement. Il y aura peut-être une pollution environnementale. Mais je crois, et j'ose croire qu'avec le temps, on va trouver une solution à tout cela. Le projet même n'est qu'à ses débuts. Et quand on parle déjà des enjeux... Si on parle quand on installait l'aéroport de Kota, on se disait qu'on le mettait hors ville. C'est en pleine ville maintenant. Il n'y a pas de solution? Oui, mais nous sommes quand même au 21e siècle. Je pense que tout ce qui se paye, il y a une étude prospective qui a été faite à la base. Il y a eu même des visites de terrain. Des industries qui vont dégager des choses polluantes. Samuel, vous savez, moi, je parle sur le factuel. Mais je pense que la solution viendra. Non, ce n'est pas une question, ça viendra. C'est-à-dire que actuellement, c'est-à-dire que votre question, la question que vous posez actuellement, je vous dis au niveau de l'étude d'impact environnemental. Et moi, je parle toujours sur le factuel. Je vous donne aujourd'hui l'exemple par exemple de la SNB. Il y a eu le ministre de l'Environnement et le ministre du Commerce qui ont fait déjà une descente là-bas pour voir réellement est-ce que on n'a pas donc des impacts environnementaux liés donc à la production du truc là-bas. Vous allez constater directement que les dispositions sont bien prises. Et ces dispositions-là sont prises d'abord en amont, on leur a imposé. Maintenant, l'effectivité, est-ce que cela s'applique? Et ils sont allés, ils ont constaté réellement que sur la forme, cela s'applique. Georges Géraud, vous avez, je ne sais pas, juste quelques moments pour votre petite réaction.
Merci Samuel, parce que il y a ce problème effectivement qui est en train de faire son truc sur les médias. En fait, ça concerne la collectivité Hon d'Avier. Et cette collectivité qui traverse un moment, je pense qu'il y a Dimas Dikodo qui avait même parlé de cette affaire sur ce plateau, mais seulement qui n'a pas la version normale, la vraie version par rapport aux faits. Je pense que en 2006, il y a, vous savez, au Togo, il y a ce problème foncier où les gens vendent des biens qu'on appelle les biens indivis et qui n'est pas partagé. Et donc, il se fait qu'un des membres de cette collectivité a vendu les terrains et les autres se sont soulevés et ils ont gagné au tribunal, ils ont gagné à ce qu'on puisse faire le partage. Et le partage sur lequel le tribunal a commis l'expert géomètre Sossou et qui avait commencé le travail, mais malheureusement, il y a certains occupants qui ont interjecté appel, qui l'obligent à cesser le travail. Et il y a un membre de la collectivité, lui étant très pressé, a voulu qu'on fasse le partage pour qu'il puisse gagner, oubliant que même c'est son papa qui a vendu les choses. Et normalement, c'est la partie de son papa qu'on devait donner à ceux qui ont déjà acheté. Et il s'est pressé, mais on lui a fait savoir que c'est comme ça. Et le problème est toujours, l'affaire est pendante devant la cour d'appel. Mais il n'a pas entendu, il a eu une ordonnance du tribunal. Vous savez, nous, au niveau des tribunaux, ce n'est pas des choses qui sont informatisées. Donc, quand il a posé le problème, le président d'antan ne savait même pas que le problème, il y a des gens qui ont interjecté appel. Et donc, il lui a donné l'ordonnance après la famille et avec les vrais mandataires. D'ailleurs, celui que le Dimas appelle repris de justice, la personne n'a jamais fait la justice. Et donc, la prison. Plutôt. Et donc, il se fait que le tribunal a constaté et que entre-temps, il y avait appel et donc l'ordonnance qu'il avait donnée, l'ancien président avait donnée, ne devait pas servir. L'ancien président les a rappelés à l'ordre, mais ils ont déjà fait le lotissement. Et donc, ils ont annulé. Quand ils ont demandé l'homologation, le président a dit non. Maintenant qu'on a affecté un nouveau président, ils sont partis et pour lui dire que c'est comme ça, ils ont présenté le dossier. Le président a homologué. Et vous savez, quand on homologue, il y a un temps pour qu'il y ait opposition. Donc, les gens se sont opposés et c'est normal. On a vu tout le dossier et ils ont vu que, mais effectivement, le dossier ne devait pas passer. Donc, on a annulé l'homologation. Et alors qu'il a commencé à vendre avec le plan d'homologation, il n'a pas pu présenter le plan d'homologation. Donc, entre-temps, ils ont fait des ajustements et puis ils se sont partis même au niveau du ministère de la Sécurité, qui ont analysé les documents des vrais mandataires et qui ont trouvé que non, c'est normal, et qui ont félicité l'action faite par la justice, le président du tribunal de Tchévier, le procureur, tout ce qu'ils ont fait. Mais entre-temps, c'est les gens qui ont vendu faussement, qui ont fait appel, je ne sais pas comment ils ont contacté votre confrère journaliste Dimas pour parler de l'affaire, mais qui ne parle pas vraiment de l'affaire. Mais ce que je voudrais dire, Samuel, c'est que, pour compte tenu du temps, c'est que faut pas, ce qui se fait au niveau de la justice, laissons toujours la justice, parce que quel qu'en soit le cas, il y a des mécanismes. Oui. Vous ne pouvez même pas jeter des discrédits, des torts sur toute une justice en les appelant de fossoyeurs, etc. Moi, quand vous parlez, c'est vraiment la chanson de notre compatriote qui me revient à l'esprit. Je pense qu'il avait chanté Annick Bambegna. Note rapidement. Merci. Bon, moi, ma note, il est de 10 sur 10 et je la dédie à tous ces Togolais-là, puisque vous savez, nous sommes dans le mois de vert et cette mobilisation de tous ces Togolais-là à pouvoir donc anticiper sur l'objectif 2030 pour donc faire du Togo un État vert. D'accord. Louis Kamako. J'ai une note de 8 sur 10 que je donne au professeur Akoda Iwadan, notre ministre de tutelle qui était parmi nous la dernière fois pour l'opération Un arbre, un journaliste, un arbre. Il était là sans complexe, il a participé à le moment avec beaucoup d'enthousiasme. D'accord. Georges Hérault. Moi, je voudrais donner une note de... je ne sais pas, ces cartons donnent ou bien... Non, note
Ça ne vient pas, ça va ne venir vient la pas prochaine après. fois. Merci Vraiment. Georges Hérault, merci Louis Kamako, merci à Adam Adjonou, merci à tous d'être restés. Vraiment, je ne suis pas accompagnés. préparé À pour la donner semaine les prochaine. notes.